C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 120. Au sommaire aujourd'hui, elle annonce qu'elle quittera la politique active après 12 ans comme députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui contient le village à Montréal. Manon Massé, fièrement lesbienne, n'a pas encore dit son dernier mot. À la défense des personnes aînées, de la diversité sexuelle et de genre et des victimes des thérapies de conversion, la Fondation Émergence en tournée dans les régions. Et notre segment Culture Queer est de retour. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. On commence ce 120e épisode en accueillant une figure marquante de la politique québécoise. Députée de Saint-Marie-Saint-Jacques depuis 2014 et co-porte-parole de Québec solidaire, elle a annoncé récemment qu'elle mettrait fin à sa carrière politique après les élections de 2026. 12 années d'engagement intense pour la justice sociale et les communautés, dont celle de la diversité sexuelle et de genre. Nous recevons donc Manon Massé. Bonjour Manon Massé. Oui, salut. C'est toute une belle introduction, ça. Il faut qu'on fasse les choses convenablement. Alors, moi, Manon, on a posé cette question plusieurs fois, mais pour celles qui tombaient peut-être sous une roche quelque part, qu'est-ce qui motive la décision de quitter la politique active? Oui, c'est ça. La politique parlementaire, c'est ça qu'il faut retenir dans l'histoire. Écoute, Denis Martin, 12 ans d'engagement profond avec les gens de mes communautés, 12 ans, 20 ans à être aussi engagé à Québec solidaire. Il ne faut jamais oublier que avant d'être élu, je me suis essayé 4 fois. C'est pas rien. C'est pas rien, j'ai une maudite tête de cochon, qu'est-ce que tu veux? Alors, je pense que j'ai honnêtement fait le tour. J'ai fait le cycle, pour moi, il est complet. Et je sais qu'il y a de la relève qui est là, qui est impliquée, qui est engagée. Alors, et moi, j'avais donné ce que je pouvais par rapport à la politique parlementaire. Donc, mais tu entends bien là-dedans, puis les gens l'ont bien compris, qu'il n'est pas question que j'arrête de faire de la politique. Elle sera peut-être juste plus partisane et elle sera toujours en défense de droit, puisque c'était ça avant, ça l'a été pendant, et je suis convaincu que ça va l'être après. En quoi, Manon, vos ennuis de santé récents ont joué dans cette décision? On voit là un homme expérimenté. C'est clair que 3 opérations en même pas 6 mois, opération au cœur, même si les opérations étaient mineures, ça fait réfléchir. J'approche 65 ans. La job de député, en tout cas comment moi je la fais, c'est une job extrêmement exigeante. Il ne faut jamais oublier que j'ai été aussi 8 ans, presque 8 ans porte-parole de mon parti, donc une espèce de double job à temps très, très plein. Je pense que mon cœur est venu m'envoyer des signaux. Puis oui, c'est venu jouer. Ce n'est pas la raison première, mais c'est clair que c'est venu me rappeler que l'énergie n'est pas inépuisable et que oui, j'approche 65 ans, il faut que je l'accepte. Là, Manon, on vous a décrit, puis là, je vais me permettre cette expression-là, comme la lesbienne à moustache. On en a ri, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons, car au départ, c'était pour vous discréditer. Pensez-vous que votre présence à l'Assemblée nationale, ça a eu un impact durable sur la perception que les gens ou se font de qui peut et doit faire de la politique au Québec? C'est sûr, encore là, je te cacherai pas que, puis c'est une excellente question, là. S- Manon Massé est arrivée en politique avec ce qu'elle est. Elle n'a pas, je n'ai pas du tout modifié ni mes aspirations, ni ma façon d'être, mon expression de genre. Bien sûr, je m'habillais propre, là, comme disait ma mère, chez Vive. Ceci étant dit, je pense que ce que ça l'a permis, puis ça, c'est les gens qui me témoignent, ce que ça l'a permis, c'est que
deux choses que les gens me parlent beaucoup. C'est un, ça a envoyé le message aux gens que ben, sois donc qui tu es, puis c'est ça qui est le plus important. Tu sais, j'ai les valeurs à bonne place, tout le monde le sait. L'important, c'est d'être qui je suis, puis continuer à me battre pour ça, pour ces valeurs-là. Et l'autre grand message que les gens me disent, c'est ça fait tellement de bien de pouvoir se reconnaître dans le monde qui nous représente, donc les politiciens et politiciennes. Et je pense que j'ai peut-être ouvert une porte je ne dis pas à personne qu'elle est facile, cette porte-là, mais sois qui tu es. Et même si tu es différent, ben, c'est ça qui fait la force. Alors donc, j'ai ouvert une petite porte peut-être. Ben, parlons de ça, porte et puis la différence, ouvrir les portes aux gens, la différence. Comment les droits et le bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre ont-ils, s'ils ont évolué? Je pense que oui, depuis 2014. Oui, ben en 2014, les personnes trans, les enfants trans n'avaient pas de droits. Il y a des avancées qui ont été faites, mais ce qui est le plus marquant, Denis Martin, de mon 12 ans d'engagement entre 2014 et 2025, bientôt 26, c'est que la, en 2014, j'avais l'impression qu'on pouvait faire évoluer nos droits. On pouvait les faire avancer. On était définitivement rendu à la question de l'accès aux soins de santé pour tout le monde, y compris les personnes trans. Bon, mais ce qui me frappe, c'est que maintenant, il faut résister pour pas reculer sur nos droits. Puis ça, c'est vrai de après qu'on ait eu, parce qu'un autre droit qui a évolué, c'est le droit des personnes non binaires. Tu sais, on a inscrit dans les lois du Québec, dans la Charte des droits et libertés, euh, la, la, la reconnaissance des personnes non binaires. Euh, et je vous dirais, inévitablement, à partir de ce moment-là, chaque pas qu'on a avancé, c'était pour résister, pour pas reculer. Puis ça s'est présenté dans des attaques frontales pour rappelle-toi, pour les drag queens qui faisaient des comptes dans les bibliothèques, des attaques frontales sur Mix Martin qui voulait faire respecter sa non-binarité, au niveau des toilettes universelles où on s'est mis à faire un gros on n'inclut pas moi-même, là. Ouais. Je vais le dire, les péquistes et les caquistes de ce monde ont fait grimper une espèce de surenchère de la peur de la différence. Et je dirais, ça s'est juste accumulé. Puis le point culminant pour moi, ça a été le comité des sages, où l'État, ce qu'elle avait fait depuis 40 ans, au lieu de se mettre du côté des personnes de la diversité de genre, diversité sexuelle, ont décidé de mettre en doute en créant le comité des sages. Fait que moi, je suis pas heureuse de l'état des choses, la montée de la violence, les propos haineux qui sont complètement décomplexés, nos écoles où les jeunes ont recommencé à s'insulter avec des termes qui sont blessants comme tapette, des choses comme ça. Bref, ça va prendre pas mal plus de monde, je pense, dans tous les partis politiques et particulièrement au Parti québécois et à la CAQ pour faire entendre les droits des personnes LGBTQIA2S+. Manon, vous quittez la politique, mais vous nous assurez que vous ne serez jamais bien loin. Vous allez continuer de vous impliquer dans les communautés, notamment au sein de la communauté queer. Alors, comment vous imaginez ça, votre engagement? Comment vous allez faire ça? Et ça serait quoi vos priorités là, dans cet engagement? Je sais que c'est de bonheur, c'est dans Ouais. 2 ans, mais regardons quand même qu'est-ce qui peut se faire. Ben oui, tu prends ta chance, c'est correct. Je te dirais que c'est vrai que c'est le bonheur parce que il me reste une grosse année comme député et je vais y donner tout parce que la montée de la droite conservatrice fait mal, bien sûr, aux gens de nos communautés, mais elle fait mal aux femmes, elle fait mal aux pauvres, elle fait mal aux personnes racisées, elle fait mal aux itinérants. Elle fait... Cette montée-là de la droite conservatrice fait mal
à tout le monde que moi je défends depuis des décennies. Fait que c'est sûr que ma dernière année, je vais utiliser tous les micros que j'ai pour essayer de donner un dernier coup de barre puis essayer de résister à cette réalité-là. Par la suite des choses, c'est pas parce que je veux pas te répondre, c'est que j'ai décidé que je n'allais pas commencer à réfléchir à cette question-là tant aussi longtemps que j'ai pas terminé ma dernière année. On peut Fait que pas ça va blâmer le gars venir. qui s'essaye. Ah oui, je le blâme pas. Il pourra me réinviter, ceci Ça, étant dit, c'est au mois de certain. novembre Ça, prochain. c'est certain. Alors, plus tôt cette année, on s'en est parlé, Manon, vous avez offert vos services pour me faire de la médiation parce qu'il y a eu un gros conflit qui a secoué le mouvement des fiertés à Montréal, notamment Fierté Montréal. Qu'en est-il maintenant, quelques mois plus tard? Ben, c'est sûr que la situation a énormément évolué. Il y a eu les deux fiertés qui se sont déroulées. Il y a eu, oui, des moments de médiation qui a eu lieu entre les différentes parties. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, Denis Martin, c'est vraiment une professionnelle. Moi, j'ai juste assuré que ça allait pas avoir d'impact économique pour les deux groupes en cause. Et donc, il y a eu beaucoup de changements. La fierté s'est renouvelée. Euh, Bref, à l'étape où on est, ce que je saisis, c'est que Fierté Montréal a entamé une démarche, un processus de consultation et de discussion avec bien sûr ses membres, mais aussi plus largement avec les gens de la communauté. Et je pense que pour la suite des choses, ça va être bénéfique, mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Vous savez comment ce que c'est les démarches. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance en fait à une chose, Denis Martin, c'est que les gens de nos communautés, là, je pense qu'avec l'exacerbation de ce qui s'est vécu cet été avec Fierté Indomptable, Fierté Montréal, le positionnement très inconfortable que ça a mis plusieurs groupes. C'est comme s'il fallait prendre pour un ou pour l'autre alors que les gens ne se sentaient pas comme ça. Ça a amené les gens de nos communautés à prendre conscience qu'il fallait faire le travail nécessaire pour être ensemble face à l'adversité, face à la montée de la haine, face à la montée des violences. Et j'ai confiance à travers la démarche de fierté. Il y a aussi les groupes qui eux-mêmes ont eu à faire des réflexions. J'ai confiance que dans la suite des choses, c'est moins dans la division qu'on va vivre les choses, mais plus dans le rassemblement. Je me permets une autre question sur l'avenir de Manon Massé. C'est la dernière promis. Manon, vous êtes montée sur scène pour faire des lectures, puis j'ai même vu une promo où vous faites de l'humour. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait peut-être voir éventuellement Manon Massé faire de l'humour, voire devenir humoriste pour dégeler les pogos? Elle est vraiment bonne. Euh, Écoute, l'humour, ça a toujours été un outil puissant en éducation populaire parce que les situations que vivent les gens, c'est dur. Puis quand la vie est dure, ben rire, c'est très guérisseur. Alors, est-ce que je vais faire de l'humour du stand-up? Je penserais pas. Je pense pas que j'ai ce talent-là. Mais est-ce que je vais continuer pour conscientiser, pour sensibiliser, pour brasser la cabane à utiliser l'humour? Je pense bien que oui. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Au Québec, les recherches indiquent que les personnes aînées LGBTQIA+, courent un risque accru d'isolement social et de problèmes de santé mentale, souvent par peur de devoir retourner dans le placard une fois intégrés à un milieu de vie. Et pour améliorer l'inclusion et garantir la bientraitance, la Fondation Émergence a lancé une tournée de formation à travers le Québec, qui tient toujours le même titre, hein, pour que vieillir soit gai. Pour en parler, nous recevons Julien Rougerie, qui est responsable de ce projet à la Fondation Émergence. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, les études soulignent la crainte de l'invisibilité ou de l'intimidation même chez ces aînés. Qu'est-ce qui, dans le vécu historique de cette génération, explique cette peur de retourner ou de devoir retourner dans le placard dans un milieu de vie, donc une résidence? Ah oui, alors cette invisibilité, hein, ça reste très, très, très présent dans les milieux aînés au Québec. C'est des milieux dans lesquels j'évolue, les milieux d'hébergement depuis un peu plus de 8 ans maintenant.
Puis souvent, le constat au niveau des envoyés de la direction, c'est que personne n'aurait jamais évoqué être gay, lesbienne, bisexuel ou trans, alors qu'on sait que c'est théoriquement 10% de la population. Donc, dans leur propre milieu de vie, les gens ne se sentent pas en sécurité d'être authentiques, d'être eux-mêmes, de parler de leurs relations significatives, d'exprimer leur genre, etc. Et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, le parcours de vie des personnes âgées LGBTQ+, elles ont connu l'époque où la stigmatisation sociale était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Il y avait la dimension, la stigmatisation religieuse. C'était considéré comme une maladie il n'y a pas si longtemps que ça, hein. La transidentité au Québec, on considérait que c'était une maladie jusqu'en 2013. Et la stigmatisation juridique. On pouvait aller en prison jusqu'en 1969, on pouvait perdre son emploi. La pleine reconnaissance des couples de même genre, ça fait 20 ans seulement. Et puis la protection des personnes trans contre les discriminations, ça remonte à 2016. Donc c'est quand même des choses qui sont arrivées extrêmement tardivement dans la vie de nos aînés. Alors, quel est l'objectif principal de cette tournée, finalement, en vertu de ce qu'on vient d'entendre là? Oui, alors l'objectif principal, c'est justement pour les milieux aînés de prendre conscience des réalités du vieillissement chez les personnes qui sont LGBTQ+. Tu parlais d'isolement social, etc. Ça, c'est des choses qui sont très très bien documentées dans la recherche. Donc vieillir en étant LGBTQ+, il y a des challenges supplémentaires par rapport aux autres personnes. Et on adresse aussi qu'est-ce que les équipes d'intervention, les professionnels peuvent faire pour être plus inclusifs dans leur approche, dans leur milieu. C'est quoi les petites choses à faire pour montrer dans les milieux aînés que les gens ont le droit d'en parler si ils ou elles le souhaitent. Je ne dis pas que les milieux aînés sont plus homophobes, transphobes que la moyenne, mais parfois on entretient une culture de tabou. Donc parce qu'on n'en parle jamais, les milieux sont perçus comme insécuritaires, et parce qu'ils sont perçus comme insécuritaires, les gens n'osent pas être authentiques dans ces milieux-là. Donc c'est un petit peu ce cercle vicieux là qu'on cherche à défaire à travers notre tournée de sensibilisation. Alors, si je comprends bien, on s'adresse surtout aux gens qui donnent des services ou qui gèrent des milieux de vie, des résidences, des CHSLD, etc. Est-ce qu'il y a des exemples pratiques qu'on fait ou qu'on peut donner à des gens dans ces milieux pour mieux accueillir les personnes des communautés de la diversité sexuelle et de genre? Oui, je peux évoquer quelques bonnes pratiques. J'ai déjà parlé de cette notion générale de briser le cercle vicieux de l'invisibilité, hein. On ne les voit pas, ces gens-là, donc on n'en parle pas. Et parce qu'on n'en parle pas, ces gens-là ne se sentent pas autorisés d'être eux-mêmes dans leur propre milieu de vie. Il y a la question du langage inclusif. Parfois, dans des questions de routine, les questions vont très vite sur toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, etc. Tout ça, ça peut être perçu pour les personnes LGBTQ+, comme une non-autorisation à exister quand une question est trop orientée vers une attente autour de la norme hétérosexuelle. Ça peut paraître pour un petit détail, mais si on demande à une femme âgée une question sur son conjoint potentiel, alors qu'elle a été longtemps en couple avec une femme, c'est sûr qu'on la met dans une position très inconfortable et ça l'invite pas vraiment à partager son parcours de vie. J'ai l'impression aussi que cette formation s'adresse aussi aux gens qu'on appelle les proches aidants, la famille choisie, les amis, les partenaires. Comment cette formation va-t-elle les aider? Alors, on parle aussi de proche aidance dans nos formations. On a même tout un programme de formation dédié à la question de la proche aidance chez les minorités sexuelles et de genre. Donc, encore une fois, c'est des formations qui sont tournées vers les professionnels, les équipes d'intervention, les bénévoles de ces milieux-là, le grand public aussi en général, bien entendu. Encore une fois, comment ça peut aider les personnes proches aidantes ou les personnes aînées? C'est encore une fois la meilleure compréhension des enjeux. Des fois, on n'y pense pas. Mais être proche aidant LGBTQ+, ça vient avec des enjeux supplémentaires, tout comme être vieillir en étant LGBTQ+, ça vient avec des enjeux supplémentaires. Donc, c'est d'éveiller par rapport à ces enjeux-là et voir c'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut mettre pour permettre aux personnes là, d'aborder cette partie-là de leur identité, de leur vécu. On a parlé tout à l'heure de langue neutre, plus inclusive. Est-ce que c'est facile de parler de ce sujet à un moment où, présentement, on sait qu'il y a quand même un petit peu de rejet là, de nos communautés dans l'espace public. Alors, comment on gère ça, surtout dans des milieux peut-être parfois plus conservateurs? C'est sûr que le climat politique, médiatique est moins favorable qu'il ne l'était il y a quelques années au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Néanmoins, dans les formations, il y a peut-être plus de réactions négatives que dans le passé, mais on reste quand même sur un accueil très
positif. Hein. Les gens qui travaillent dans les milieux de la santé, des services sociaux, c'est quand même des gens qui ont des valeurs humanistes. Mais il peut avoir des préjugés, c'est bien correct d'avoir des préjugés, et puis on y travaille ensemble à les détecter et les contourner. Ce qui est la question du langage inclusif, je pense que ça dépend vraiment de la façon de l'aborder. C'est sûr que des fois, il y a des notions qui sont mal comprises, notamment la question des pronoms, qui parfois, ça laisse des gens au bord de la route, parce que déjà un pronom, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et puis, c'est aussi un modèle très anglo-saxon hein, de parler des pronoms seulement, parce qu'en anglais, he, she, her, c'est les seuls marqueurs de genre à peu près qu'on retrouve dans la langue. En français, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc moi, des fois, il s'agit plutôt de vulgariser la notion de respect de l'identité de genre d'une personne en utilisant le genre qui convient à la personne pour référer à elle. Et c'est des pratiques assez simples, notamment de se présenter en premier. Et qu'en français, quand quelqu'un se présente, il y a souvent suffisamment de marqueurs de genre pour déduire c'est quoi. Si quelqu'un vous dit bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis infirmière, je suis une retraitée de l'éducation, j'ai été présente à la réunion l'autre jour, ça répond à peu près à toutes nos questions. On sait que c'est Nathalie et Nathalie parle d'elle-même au féminin. Ça nous donne un indice. Et puis, si on n'est pas sûr d'avoir compris, c'est correct de poser une question. Comment vous souhaitez que je réfère à vous? Donc, des fois, c'est vraiment sur les principes de fond. Je pense que ça reste très accessible pour tout le monde une fois que c'est bien compris. Des fois, il s'agit de contourner certaines notions qui parfois sont mal comprises, comme la question des pronoms, parfois, où on peut faire passer les mêmes messages sans forcément mettre en avant des totems qui peuvent braquer des gens tout de suite, alors que des fois, c'est pas forcément nécessaire. J'aimerais peut-être aller. C'est quoi la conséquence si on ne s'occupe pas des personnes âgées, des personnes vieillissantes de nos communautés, si on n'en s'occupe pas, si on ne les accueille pas convenablement, s'ils doivent retourner dans le placard, c'est quoi la conséquence de ces personnes-là? Ben, ça, c'est bien documenté. Hein. Les conséquences, elles sont désastreuses sur leur bien-être. Tout ce qui est troubles psychologiques, dépression, idéation suicidaire, c'est plus élevé chez les personnes âgées LGBTQ+, 2 à 3 fois plus élevé selon les études. Chez les personnes trans, ça peut aller jusqu'à 6 fois, 8 fois le niveau de vulnérabilité par rapport aux autres catégories de la population. Donc très concrètement, ça a un impact sur leur santé mentale, leur santé physique, leur capacité à s'intégrer dans leur milieu de vie, à socialiser. Et même c'est un problème d'enjeu de santé publique parce que les personnes âgées LGBTQ+, celles qui ne sont pas institutionnalisées du moins, elles vont moins vers les services de santé, les services sociaux, à cause de leur histoire de vie par rapport à ça, les traumatismes qu'elles ont pu avoir, plus les approches hétéronormatives, entre guillemets, qui peuvent perdurer dans le milieu de la santé, ou le fait de est-ce que je vais pouvoir être accompagné de mon conjoint, de ma conjointe, est-ce que je vais être respecté dans mon genre en tant que personne trans, ça les écarte parfois des services de santé et des services sociaux. Puis ça peut constituer un enjeu de santé publique pour tout ce qui est dépistage, notamment, je pense à certains cancers, etc., où on sait que c'est moins bien pris en charge chez les personnes LGBTQ+, à cause de la réticence qu'on peut avoir vis-à-vis du milieu de la santé. Julien, on va passer à un deuxième sujet parce qu'il vous touche et il touche beaucoup de monde. En même temps, la Fondation Émergence travaille sur les thérapies de conversion. On sait que c'est illégal, c'est même criminel au Canada, mais il y a encore des besoins de formation et ça aussi, c'est une formation que vous donnez. On donne des formations également sur le sujet important des thérapies de conversion. Comme tu disais, Denis Martin, ça a été criminalisé en 2022 au Canada. C'est pas parce que quelque chose est criminalisé que ça disparaît. Hein. Il y a beaucoup de choses interdites dans le code criminel qui se passent tous les jours, malheureusement. C'est un sujet très important parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est une thérapie de conversion. On a quelques images, des images d'électrochocs, de thérapie par aversion, d'exorcisme, etc. La définition dans le code criminel, elle est beaucoup, beaucoup plus large. On parle de pratiques de services de traitement qui visent à changer, réprimer, voire même réduire le fait qu'une personne soit LGBTQ+. Donc ça peut concerner des coachs de bien-être, ça peut concerner des pratiques New Age, ça peut être des psychologues, sexologues qui auraient des biais vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre, et du coup ça orienterait leur traitement vers un déni ou une réduction de la dimension LGBTQ+ de la personne. Donc, une forme cachée, finalement, de thérapie de conversion. Oui, c'est ça. Ça prend des formes insidieuses, surtout depuis que ça a été criminalisé. Hein. Les gens vont plus mettre un panneau thérapie de conversion où nous, on guérit l'homosexualité à tel endroit. D'autant plus que la loi criminalise la publicité, ce qui est une très bonne chose, hein, mais on peut avoir des ennuis avec la justice au Canada pour faire la promotion d'un service de conversion. Donc vraiment, ce qui pêche un petit peu aujourd'hui, c'est la compréhension de ce phénomène,
notamment la prévalence du phénomène, elle est assez élevée, hein. C'est au moins 4,4% des personnes LGBTQ+ au Québec qui en ont subi, selon une étude de l'UQAM, donc c'est énorme, le bassin potentiel de victimes. Très peu de gens portent plainte, parce que pour porter plainte, il faut faire quelque part son coming out à la police. Donc, si on a vécu une thérapie de conversion, on sait qu'on est LGBTQ+ soi-même. On apprend aussi dans nos formations et dans une étude de l'UQAM que la moitié des victimes ont quelque part consenti, de façon éclairée ou non, thérapie de conversion. Donc ça peut être une autre barrière pour, pour porter plainte, etc. Puis on adresse vraiment c'est quoi l'accompagnement des victimes sur le plan juridique, mais aussi sur le plan plus psychosocial, là, comment on peut outiller les professionnels à mieux accompagner les personnes qui ont survécu à ces thérapies-là. Donc, 2 formations. La formation pour que Vivre soit gay se promène un peu partout au Québec. Il y a des villes et tout ça. Pour trouver l'information, c'est sur le site web de la Fondation Émergence. Exactement. Ou nous contacter. On fait aussi des formations sur demande. Et l'autre formation, donc, sur les thérapies de conversion, ça aussi, ça fait une tournée. Et puis ça aussi, si on veut des informations, on va toujours sur le site web. Exactement. Et aussi, on a évoqué la formation sur la famille choisie, oui. La question des personnes proches aidantes. C'est aussi quelque chose qu'on offre sur demande à travers tout le Québec. Alors, Julien Rougerie, formateur à la Fondation Émergence, merci beaucoup. J'ai le temps de vous annoncer que Manon Massé, que vous avez entendu tout à l'heure, a accepté de participer à mon autre émission balado-diffusion qui s'appelle Affirmation. Et vous entendrez donc l'histoire de Manon Massé dans les prochains mois. D'ailleurs, au nombre des invités, il y aura aussi Michael Hendricks, il y aura aussi Ross Higgins des Archives gays, Martine Roy du Fonds Purge. Donc, beaucoup de monde à cette émission-là dans quelques semaines, ou dans quelques mois, je devrais dire. Après la pause, c'est le grand segment Culture Queer. On reçoit Luc Provost, la personne sous la perruque de Mado. Alors, beaucoup de plaisir. On va parler, entre autres, de Hosanna ou la Sherazade des pauvres. On reçoit aussi Joëlle Prudhomme, qui est notre nouvelle chroniqueuse à cette chronique. Et nous recevons aussi, c'est le retour de Brian Saint-Louis, on va parler de littérature. Donc, une très belle demi-heure qui s'en vient. À tout de suite. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement. Ah, on est content, c'est le retour de notre segment Culture Queer, notre regard donc sur les arts et le divertissement qui touche les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Et c'est le retour du grand Brian Saint-Louis à Québec. Salut Brian! Bonjour Denis Martin. On va parler de 2 livres aujourd'hui avec toi, de Bière et de fleurs de Victor Bégin et l'autre, Photo sur demande de Simon Gevrier. On a 2 livres que j'ai lus récemment aussi. Et on accueille une nouvelle chroniqueuse cette année, Joëlle Prudhomme, bonsoir. Humoriste. Allô, bonjour. C'est le fun que tu sois là. Et on va parler aussi du show queer qui s'en vient. Et toi aussi, tu vas parler de livres parce que tu reviens du Salon du Livre. Exact. Moi, j'ai passé la fin de semaine au Salon du Livre puis j'ai envie d'en parler parce que ça m'a brassé. J'adore le Salon du Livre. Mais moi, je vais vous parler de choses qui nous ont brassé aussi. On reçoit Luc Provost. Luc Provost, c'est la personne, je veux dire, sous la perruque ou le chum de Mado. Ouais. Le chum de Mado. Là, Mado est couché et adore, c'est ça? Ah oui, elle adore le jour. Adore. Mais on va commencer justement avec toi parce qu'on t'invite justement parce que tu es au théâtre présentement. Tu joues au TNM. L'an dernier, c'était au Théâtre du Trident Québec. J'ai vu la pièce Hosanna ou la Sherazade des pauvres, qui est une adaptation de 2 textes de Michel Tremblay par Maxime Robin, qui est acteur et metteur en scène. Alors... Ben justement, après tant d'années de succès dans la flamboyance et l'extravagance de Mado, Luc, on campe aujourd'hui
est-ce que je peux dire un vieillard aigri, Oui. introverti, Un vieux gnochon. un chialeux, là. Un chialeux, puis un pas fin. C'est un rôle de composition de toute Bien évidence. sûr, parce que moi, je suis une bonne personne. Je suis toujours de bonne humeur. Mais en fait, sérieusement, t'es quand même, Luc, t'as été formé comme acteur. T'as Oui, jamais eu la chance beaucoup de jouer comme acteur. T'as plutôt joué comme Mado. Ça fait 38 ans que je joue Mado, fait que c'est comme un rôle d'une vie. Comment tu trouves ça? Ben, c'est le fun, évidemment. Tu sais, je peux pas dire que je m'ennuie. Puis pour moi, c'était comme un beau cadeau parce qu'après toutes ces années-là, tu sais, tu y crois. Pas que tu y crois plus, j'en rêve plus. Autrement dit, j'avais pas cet objectif-là de dire dans 38 ans, je vais faire du théâtre, je vais lâcher Mado un petit bout. Puis tu sais, quand il m'a offert le rôle, j'étais pas sûr au début, tu sais, je vais être capable. C'est tellement longtemps que j'ai pas joué autre chose. Mais, tu sais, à force de rentrer dans le personnage, c'est sûr que ça m'est revenu, là, toutes mes techniques d'acteur. Puis en même temps, j'apprends sur une tas. J'apprends encore. J'ai appris à Québec, puis là, je me suis amélioré, je pense, à Montréal. Puis... Ben, c'est ça, les gens disent que t'es encore meilleur. Ben oui, tout le monde me dit ça, c'est le fun. Mais c'est quand même, t'es présent tout le temps sur scène ou à peu près, sur ton petit balcon? Tout le temps. Je suis là du début à la fin. Même, j'arrive 10 minutes avant tout le monde parce que je vais étendre mon linge sur mon balcon, je prends une cigarette, je bois un verre, puis toutes des choses que je fais pas dans la vie, moi. Ou peut-être que tu fais plus dans la vie? Je n'ai jamais fumé, puis je ne bois pas vraiment, puis j'ai tendu linge sur un rack en bois dans chez, mais pas sur une corde de linge. J'ai jamais séché mon linge. Non, c'est parce que j'ai pas de sécheuse. Des fois, le monde me dit, c'était pas de sécheuse, comment tu fais pour vivre? Ben là, j'ai pas dit que j'avais pas de poumon, j'ai pas de sécheuse. Fait que j'ai tendu sur un rack de bois, tu sais. En fait, on dit que l'œuvre de Michel Tremblay a inspiré le personnage de Mado, c'est vrai? Ben, en fait, je me suis inspiré de ses écrits, un peu les belles-sœurs, les personnages de travestis de l'époque. Puis, tu sais, j'avais aussi les textes de Clémence Desrochers. J'ai été inspiré à droite et à gauche, puis j'ai fait quelque chose avec ça, puis ça a donné Mado. Tu sais. Puis là, maintenant, c'est quand même une pièce emblématique. Hein? Hosanna, il y a la pièce de théâtre qu'on a connue, Hosanna, avec Huirette et puis Hosanna. Et là, La Scheherazade des pauvres, c'est un roman. Et là, on retrouve justement Hosanna, qui est plus Hosanna, qui fait Claude. Plus... Claude Lemieux, 50 ans plus tard, il est rendu à 75 ans, puis il est sur son balcon, puis il chiale, puis il jase un peu avec son voisin, mais dans la pièce, le voisin n'est pas là. Sur scène, la pièce inclut 3 versions d'Hosanna, c'est-à-dire la version de la pièce originale, la version qui est toi, et la version d'un petit garçon. D'un enfant. L'enfant, à l'époque où Claude avait 10 ans à peu près. Là. Ouais. Puis c'est comme pour voir un peu ses débuts avec comment, justement, sa mère était couturière, puis là, il prenait les robes de sa mère, puis il les essayait. Puis déjà, il y avait le sentiment de peut-être qu'il avait le goût d'essayer ça. Là, son identité de genre, à l'époque, il ne pouvait pas savoir vraiment qu'il avait peut-être envie d'être une fille. Mais tu sais, on le fait sentir un peu dans la pièce. T'sais. Parce que la pièce originale, ça se termine en disant « Je suis un homme, regarde-moi, mais on n'est plus là. » Non, mais tu sais, même dans la pièce originale, à un moment donné, il dit « Je savais pas qu'en étant tapette, je pouvais être une femme si je voulais. J'avais envie d'être une femme, je pouvais le vivre, j'avais le droit. » Puis tu sais, le petit gars, ben, c'est un peu ça, quand il s'essaye la robe, puis il bouge un peu devant le miroir, puis le vieux, ben là, finalement, il est sorti de ça complètement, là, tu sais. Moi, j'avoue, quand j'ai vu la pièce, je vais demander à notre ami Brian, qui l'a vu à Québec aussi. Moi, j'ai été totalement... ça m'a jeté à terre. Je ne vais pas révéler la finale, parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire quand on fait des entrevues de théâtre puis les gens révèlent des choses. Non, je le dirais pas non plus. Et moi, ça m'a jeté à terre. J'ai été ému, comme je ne m'attendais pas du tout à ça. Brian, comment tu as réagi, toi, quand tu as vu la pièce à Québec? Ben, c'est une pièce qui est très émotive, bien sûr. La performance de Luc, d'ailleurs, mentionnait la belle sensibilité. J'étais surpris, je ne pensais pas qu'il y avait une belle sensibilité, douceur aussi. Bon, c'est un personnage aigri, mais quand même, tout en émotion, là, la performance était très belle. Mais une pièce d'histoire aussi, il y a des moments historiques qu'on revisite dans cette pièce-là. Au moment où ça a été écrit, c'était plus actuel, presque. Nous, les jeunes, maintenant, on arrive là, on apprend des choses sur l'histoire de la communauté, l'histoire de comment ça se passait dans des lieux de rassemblement, vraiment, il y a plusieurs années. C'est de voir à quel point, comment ces gens-là s'organisaient à ce moment-là. Ça, c'était vraiment très intéressant de voir un peu les débuts de ce qui allait devenir une scène qui allait prendre beaucoup plus de place là, dans quelques années. Mon Dieu, Luc, on te fait des compliments, une belle sensibilité. Je l'entends encore aujourd'hui, puis je pense que moi-même, je suis un être sensible, fait que ça se reflète dans mon jeu. Mais c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'à l'époque, tout se passait sur la Maine. Ouais. Puis tu sais, on sait pas, tu sais, il y a un village à Montréal maintenant, mais il n'y avait pas de village à l'époque. Puis ça se passait sur la rue Stanley à un moment donné, mais au début, c'était sur le boulevard Saint-Laurent, il y avait des cabarets dans ces
cette région-là, sur Sainte-Catherine, puis c'était le point chaud de Montréal. Fait qu'on apprend là-dessus, puis ça se passe aussi pendant les Jeux olympiques, ça se passe aussi pendant l'année de l'Expo, puis on parle du métro de Montréal, tu sais, fait qu'il y a comme un peu Il y a beaucoup d'histoires, oui, beaucoup Ouais. d'histoires. Puis dans le roman, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis c'est tellement bien adapté sur scène, mais dans le roman, tu sais, là, il y a comme cette dichotomie, je peux dire. Tu sais, t'as les plus vieux des communautés, puis les plus jeunes, tu sais, cette journaliste qui arrive Ouais. oh my God, t'apprends avec des pincettes. Elle pose des questions, puis des fois, le vieux s'impatiente. Ouais. Moi, je me dis, voyons, tu connais pas ça, voyons, pourquoi tu connais pas ça? Mais Ouais. tu sais, il y a comme un écart de peut-être 45 ans avec elle, puis moi, là, mon personnage. C'est assez intéressant parce que je vais en parler un peu plus tard, mais on dirait qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre. Il y a eu N'essuyez jamais de larmes sans gants au Trident, il y a eu Hosanna, et là, il y a Corps fantôme là, qui vient de terminer à Montréal. On dirait que nos histoires finissent par être racontées. Oui, enfin. Enfin, c'est plus dans un aparté, dans un magazine, la dernière page en arrière, là, c'est front page. Bon, alors pour assurer les gens, Mado est juste endormie là, présentement. Oui, elle n'a pas fini sa carrière. Parce que souvent, c'est un petit bout, je peux aller au cabaret, puis là, des gens, t'as-tu fini? Non. Elle prend une pause, bien méritée d'ailleurs. De toute façon, il faut qu'elle prenne une pause. Ça veut garder ses 38 ans. Ben voilà, ça va être toujours jeune. De toute façon, le temps des fêtes s'en vient, fait qu'elle va être là en masse. Ben Voilà. oui. Mado, on apprend que... Il me semble que tu avais fait de la madographie, puis là, il y a comme un autre livre qui s'en vient. Non. Non, OK. Je pensais qu'il y avait... Non. On m'a demandé si c'était pour avoir une suite. J'ai dit peut-être. Si j'ai le temps, j'écrirais les aventures rocambolesques de Mado en voyage, là, parce que tous ces voyages qu'elle a faits, là, c'est assez drôle à raconter. Je trouve ça intéressant, tant que tu pars en voyage. Non, soit tu restes en arrière, puis elle part en voyage. Mais en fait, moi, je pars en voyage, je la regarde aller. Après ça, j'écris sur elle. Mais sérieusement, Mado, c'est quand même... c'est la drag queen, je pense qu'après Gilda, puis en fait, même tu as dépassé Gilda en termes de reconnaissance, et même tu es connue en France, partout. Tu es quand même la... Est-ce qu'on peut dire La reine mère. La reine mère, C'est ce que je dis, parce que maintenant, il y a des nouvelles reines. Mm-hmm. Tant mieux, mais moi, je dis toujours... Mado, c'est la plus vieille, fait qu'il n'y aura personne au-dessus, à C'est part ça. Dieu. Il y a Dieu, puis il y a Mado, la reine mère, puis après ça, il y a la trolley de reines qui suivent. Rita, Mona, Gisèle, Barbada. Tu restes avec nous? Oui, bien sûr. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors là, on va passer à Joël. Allô? Allô, Joël. J'ai vu une promo qui m'a fait rire aux larmes. Gisèle est là-dedans. Ouais. Tracy Trash. Tracy, ouais. Et ben là, il y avait mon invité du début de l'émission aujourd'hui, Manon Massé. Absolument. Manon est venue avec nous, puis elle a volé le show, là. C'est vraiment très drôle. Vous aviez l'air d'une gang de pogo. Oui, exact. On n'a rien de moins. Alors, excuse-moi, quand je ris, ça me fait tousser ces jours-ci, mais dis-moi, ce show-là, donc, il reprend sa tournée. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Le show queer, ben, en fait, il n'a pas arrêté. Fait qu'on repart, on relance en 2026 plein d'autres nouvelles dates partout à travers le Québec. Fait qu'on se promène vraiment pas mal. Il y en a une dizaine qui viennent de sortir en amont. Ouais. Mais il y a d'autres dates qui vont se rajouter. On va toujours mettre à jour nos pages et tout ça. Là. Fait que 2026, ça a été une grosse année aussi pour le show queer. Pourquoi on appelle ça show queer déjà? Ah ben parce que c'est un show, oui, hein? C'est belle petite poque, petite passe à la palette. Le show queer parce que tous les artistes sur scène sont queer. C'est la promesse qu'on fait. Puis dans le fond, ce qu'on vend, c'est le safe space que ça crée en ayant des artistes complètement queer sur scène. Humoristes, c'est un show d'humour. Donc, tous les humoristes sont queer et toutes les personnes dans le public, ben, sont soit queer, soit alliées, soit super ouvertes. Fait qu'il y a comme... Ça fait vraiment un safe space autant pour les artistes que le monde dans le public. C'est vraiment... Et c'est très, très drôle parce que c'est des artistes de haut niveau. Fait que c'est super bon. Donc, Manon, là, n'est pas là pour le vrai? Manon, écoute, l'appel est lancé. Si elle veut faire du stand-up, elle a bienvenue au show queer, faire le découverte du show queer. Parce que elle monte sur scène régulièrement, elle lit des textes, hein? Elle a fait Oui, ça, ben, elle a fait ça aux soirées de ce qu'on appelait le cabaret queer, là. Oui, accent exact. queer, oui. Mm-hmm. Ah, ça pourrait être bon. Ça serait super. On éviterait peut-être Mado. Ben oui, et en plus, j'allais te dire, j'étais au Mado hier. C'est vrai drôle. Ah oui? Elle n'était pas là. Non, Mado était pas là. Tous les dimanches, il y a l'improvisation Oui, c'est au ça. cabaret Mado. Ouais. Fait que j'en fais partie. OK. La gay, l'axi, donc voilà, j'étais là. Là, je pose la question à vous deux, puis même à Brian aussi. Finalement, on est capable de rire, hein?
Ben, c'est un peu ça l'idée du show queer, hein, c'est de montrer que... Parce que parfois, des rassemblements queer, ça vient avec le côté militantisme et dur, qui est, ma foi, tellement important. Puis il n'y a pas eu de changement sans le militantisme, on est d'accord, mais moi, je veux aussi amener le côté rassemblement positif, puis vraiment le rassemblement dans le rire. Puis, puis mes artistes humoristes sur scène, ils parlent pas nécessairement de la communauté, ils vont parler de n'importe quoi, c'est une carte blanche. Ouais. Souvent, et elles vont en profiter pour parler de leur coming out ou pour parler de certains enjeux qu'ils ont traversés parce que c'est libérateur, mais c'est pas obligé, fait que on a des numéros qui ont tellement pas rapport puis que c'est juste une anecdote super niaiseuse puis ça fait du bien de rire tout le monde ensemble dans un safe space, là, c'est malade ce show-là. Ça fait longtemps, Luc, que tu ris. En fait, que Mado te fait rire ou Mado nous fait rire. Est-ce qu'on rit? On est capable de rire dans notre communauté? Oui, on est capable de rire de soi aussi. Mais ça a changé un peu, hein? Ben, à l'époque où j'ai commencé, on riait déjà beaucoup. C'était peut-être un petit peu plus hard. Ouais. Là, on fait attention un peu plus à ce qu'on dit, puis c'est normal, tu sais. La communauté a changé, elle évolue, puis tu sais, puis c'est plus des revendications. Oui, il y a encore des revendications, puis c'est important de les savoir, mais on peut se lâcher lousse, puis parler d'autres sujets, puis on n'est pas obligé de parler juste de queer. Ouais. Puis je trouve ça le fun, parce que ça banalise un peu, pour le mieux. Même que je dirais qu'on est une communauté avec beaucoup d'autodérision, puis beaucoup de running gag d'inside, puis au contraire, je te dirais que puis en plus, en termes de public, là, pour être humoriste depuis 5 ans, le public au show queer, il y a quelque chose, là. Ça arrive fort, c'est loud, on existe, là. C'est vraiment le fun. Ça choque plus, c'est ça qui est le fun. Tu sais, à un moment donné, ça choquait. On me disait, t'es provoquant. Tu provoques. Non, je provoque pas. Je dis des affaires un petit peu plus... Un petit peu plus hors norme, mettons. Là, à l'époque, je parle. Là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses que Mado peut dire en tant que Mado que Luc ne pourrait jamais dire? Sûr, à l'époque, oui, bien sûr, des fois, dans la moquerie, des fois, dans la bitcherie, là, une drag queen, ça peut dire bien des affaires. Ah oui! Qui lui sont pardonnées. On salue Mona de Grenoble. Oui, ben c'est ça d'ailleurs. Je pense que le spectacle de Mona, sans Mona, là, ouf, je sais pas si ça passerait. Oui, exact. Ben écoute, Joël, on va revenir à toi. Je vais tout de suite aller faire un petit tour du côté de Brian. Brian, on va parler de littérature. Puis je pense que ça donne bien parce qu'on a 2 livres qui parlent, à partir d'un point de vue queer, mais on parle de thématiques qui ne sont pas nécessairement des thématiques queer. Je pense, entre autres, on peut commencer avec De bière et de fleurs? Oui, si tu veux. Nouveau roman de Victor Bégin, paru chez Puis qui parle beaucoup de comment on réagit quand quelqu'un disparaît, puis ce qui est attendu de nous. Puis j'ai vraiment, moi, ça m'a vraiment parlé, mais c'est pas... Oui, il y a beaucoup de choses queer qui se passent, mais je pense que la thématique va au-delà. Oui, c'est vraiment plus un roman sur le deuil, la disparition, la reconstruction de la personne qui est laissée derrière. C'est l'histoire d'Alexis. Son chum disparaît. Il est supposé aller rendre visite à un ami en Beauce, à une tante à Sherbrooke, prend sa voiture, part. Il n'y a absolument rien de spécial à signaler. Il ne reviendra jamais. On ne le retrouve pas. On ne sait pas où il est. Et Alexis, qui est en couple avec lui depuis quand même plusieurs années, se demande qu'est-ce qui est arrivé. Mais lui, il est laissé derrière, il est à la maison. Il va le mentionner un peu plus tard dans le roman. Dès cet instant-là, je savais qu'il n'allait pas revenir. Et là, on va suivre Alexis dans son espèce de deuil, justement. Là, on parle de disparition. J'en parlais avec des amis en fin de semaine. Ce n'est pas un roman policier. Ce n'est pas un thriller. On n'est pas vraiment dans la quête de qu'est-ce qui est arrivé à Anatole. On est plutôt dans la reconstruction d'Alexis, qui passe au travers de plusieurs étapes, des étapes de deuil, mais pas les étapes traditionnelles. On va plutôt être essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais là, il va toucher les objets qu'Anatole a laissés derrière, il va mettre son linge, par exemple, il va continuer de vivre sa vie, il va avoir des explorations, il va essayer de sortir avec quelqu'un d'autre, il va rencontrer des amis, mais on est toujours un peu dans cette espèce de reconstruction de soi. Donc, c'est une œuvre très touchante, parce qu'on suit un peu son évolution avec lui par rapport à cette disparition-là. Je l'ai mentionné, par contre, c'est pas un thriller. Non. Donc, peut-être pas un roman qui nous tient en haleine, c'est quelque chose... Il y a le défaut de sa qualité un peu, d'être justement très introspectif, d'être dans la reconstruction de soi. C'est quelque chose de lent, on le suit pendant plusieurs semaines, cette histoire-là. Donc, ça va être un peu un roman plus lent. Peut-être pas un gros thriller, mais avec beaucoup de tendresse et de délicatesse dans cette écriture-là. Puis je vais me permettre de dire comment ça se termine. On ne le retrouve pas, Anatole. Je pense que c'est pas important de le retrouver ou pas. C'est pas ça le but du roman. Non, c'est ça. On continue de se demander
il va-tu le retrouver? Puis à un moment donné, on comprend que c'est vraiment pas ça, justement, le thème, c'est plus. Puis j'ai vu des entrevues avec Victor Bégin qui disait on se fait tellement ghoster dans nos histoires Oui. ces temps-ci, des gens qu'on perd de vue, qui disparaissent. C'est important d'aborder un peu ce thème-là aussi de la disparition de comment on réagit, nous, ceux qui sont laissés derrière, là. Même si c'est des petites disparitions, elles ne sont pas toutes aussi tragiques que celles qu'on retrouve dans le roman, mais très intéressant. Et ça se passe dans les rues de Québec aussi, donc pour moi, il y avait un petit côté intéressant. Quelques détours en autobus que je n'expliquais pas toujours nécessairement, mais bon, il y a il y a du noctem, il y a des fleurs, il y a des iguanes aussi dans ce roman-là. Donc, une belle plume. Il continue d'évoluer comme romancier, Victor Bégin. Alors, je répète donc, De bière et de fleurs de Victor Bégin, c'est publié aux éditions Tête Première. L'autre roman m'a beaucoup interpellé aussi. C'est un roman français, Simon Chevrier, Photos sur demande. Qui est paru il y a quand même quelques mois, mais je voulais en parler quand même parce qu'il a remporté un grand prix. Il a remporté le prix du premier roman, le Goncourt. Donc, quand même un prix d'importance. Donc, ça montre que c'est un ouvrage, un ouvrage de qualité qui est très bien écrit. C'est d'ailleurs ça qui rend le roman le plus intéressant, là. Ce style syncopé-là où on suit le narrateur. Mais dans différents moments de sa vie, notre vie, elle est tous comme ça, hein. Je veux dire, on est tous des puzzles où on a différentes facettes de notre personnalité qu'on essaie de joindre. Lui, c'est un peu ça. Il y a des histoires avec sa famille. Il y a des histoires où il cherche quoi faire dans sa vie, abandonne les études un peu, se cherche du travail. Il y a des difficultés économiques. Et dans la France, où le coût de la vie est assez cher, il y a de la misère à se loger, de la misère à se nourrir. Mais au même moment, ben, il cherche l'amour aussi dans une communauté. Ben, et là, on va voir que c'est à Paris ou à Québec, c'est à peu près la même chose. Tout le monde se connaît. On se retrouve tout le temps dans des espèces de microcosmes où tout le monde se fréquente les uns les autres. On voit son honnête quête d'amour, puis ça fonctionne pas nécessairement toujours. Donc, on suit ça avec lui. Il essaie de rester au-dessus de tout ça, mais c'est plutôt difficile. Aussi, ben, il va s'adonner il va devenir un peu escorte sur Internet, propose ses services. C'est une façon pour lui d'arrondir ses fins de mois. Je parlais de difficultés économiques. Donc, il y a ce côté-là. Donc, on essaie de le suivre socialement, personnellement, professionnellement. Il cherche, il va y avoir des éléments de quête d'identité aussi plus loin qui vont apparaître dans le roman. Et au travers de tout ça, il y a une photo sur la jaquette du livre que tu as. On voit un homme qui suce un orteil. C'est une photo très particulière et on se demande pour que c'est faire que c'est là pour l'amour. D'autant plus que c'est pas un orteil n'importe lequel, c'est son orteil à lui. Donc on apprécie la souplesse de ce monsieur. Oui. C'est une vraie photo qui a été prise dans les années 70 et lui, cette photo-là, elle est affichée chez un de ses amis. Et le narrateur part un peu en quête à se demander c'est qui ce gars-là? Pourquoi on ne trouve pas de traces de lui sur Internet? Qui était-il? Il y a eu une vie, je disais, qu'est-ce qui est arrivé? Il part un peu en quête pour essayer de découvrir qui c'était ce gars-là. Et on le voit au travers de toutes les difficultés que lui a. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété. Il aurait donc bien aimé que ça se passe bien pour ce gars-là, à qui il s'identifie. Il aurait aimé ça que c'était difficile la fin des années 70, c'était difficile pour lui. J'aimerais ça que ça se passe bien, qu'un jour je trouve des nouvelles de ce gars-là et que j'apprenne que tout va bien passer. Mais à suivre, est-ce que cette quête-là va bien se passer dans le roman? Vous le lirez. Mais c'est syncopé, un beau rythme, c'est intéressant, une belle plume à découvrir. Je crois que ça a été plus distribué au Québec là, après qu'il ait gagné le Goncourt. Oui, quand même. Moi, je l'ai eu en début d'été. C'est un cadeau qui m'avait été envoyé de l'Europe. J'étais très content de lire ça. Simon Chevrier, Photos sur demande chez Stock. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, on va continuer. On va continuer maintenant. Je retourne à nos sujets. Oui. Joël, tu reviens du Salon du Livre. Je reviens du Salon du Livre, exactement. J'adore, je l'ai dit tantôt, j'adore le Salon du Livre. Je salue ma mère qui a passé mon enfance à m'y amener. C'est tellement adapté aux jeunes enfants, c'est malade. Donc, et moi, je vais vous parler de mes 3 trouvailles de cette année, mais un mensonge cycliste, il y en a un que j'ai acheté l'année dernière, mais c'est pas grave. Je vais dire 3 trouvailles de cette année qui sont C'est un mensonge pieux. C'est moins pire que les mensonges Trump. Hein? Voilà. C'est 3 coups de cœur que j'ai québécois que j'adore. Je vais commencer parce que tantôt, tu as parlé que dans la communauté, il y a souvent des livres qui sont adaptés au théâtre. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est une pièce de théâtre qui a été adaptée en livre, que j'ai vue 2 fois plutôt qu'une. J'aime tellement cette pièce de théâtre-là. Ça s'appelle Ciseaux, de Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau. Donc, Ciseaux, dans le fond, c'est l'anthropologie de l'histoire lesbienne du Québec. C'est incroyable. Et
le travail de recherche qui a été fait est vraiment, vraiment C'est spectaculaire. monumental. C'est monumental. Tu l'as vu aussi? Je l'ai vu, j'ai vu 2 fois moi aussi la pièce. C'est Est-ce qu'il y a d'autres qui l'ont vu dans le groupe? Malheureusement, j'ai voulu la voir souvent, mais à chaque fois, C'est l'horaire marchait vraiment pas. spectaculaire. Puis j'avais acheté le livre pour être la fatigante. Parce que, tu sais, le théâtre, c'est éphémère. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en deuil de ne pas avoir vu Corps fantôme. Faut pas trop y penser. Mais Il y le a un théâtre, oui, c'est ça. Fait que d'avoir le livre, je vais pouvoir le prêter à plein de gens puis les forcer à le lire parce que c'est, je considère important même, surtout avec la visibilité que les lesbiennes peuvent subir, d'avoir une pièce comme ça qui est un chef-d'œuvre en soi, mais qui aussi est très informative. Fait que vraiment, Ciseaux, je le recommande à tout le monde, celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la pièce. Cette année, je suis tombée sur les queers qui ont changé le monde de Samuel Larochelle. Mm-hmm. Et puis, ce que j'aime vraiment beaucoup de ça, c'est le format, en fait. Je vais être honnête, et c'est pas du tout une insulte, c'est l'inverse pour Samuel, mais il est dans ma salle de bain, ce livre-là, et j'adore pouvoir prendre les petits moments que j'ai dans ma journée pour aller... Tu sais, ça se lit C'est une tellement salle de bien. lecture, ça aussi. Oui, la lecture de toilette. Ah ouais. Ça Mais n'en prend. c'est super le fun de pouvoir justement en apprendre un peu plus sur des personnes queer qui ont eu un impact sans que ça soit nécessairement lourd à lire. Tu sais, chaque personne qui le décrit est très rapide. Là. Fait que c'est super bien. Puis sa préface est merveilleuse, c'est bien expliqué. Il y a un gros lexique du vocabulaire queer à la fin. Ouais. Fait que je le trouve super accessible pour les personnes qui sont pas nécessairement habituées. Fait que je trouve que c'est vraiment... Tu sais, il dit dans sa préface que le public cible, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, tout, comme les personnes qui sont curieuses. Puis je trouve que c'est bien réussi. On ne dira pas, là, mais les hétéro-curieux. Les hétéro-curieux, voilà. Et finalement, j'ai aussi accroché sur 11 brefs essais queer. Ah, ça, c'est super beau. Ouais, j'ai pas eu le temps de tous les lire pour l'instant parce que lui, je l'ai acheté en fin de semaine. Mais j'admire vraiment le côté chaque personne, chaque autrice ou auteur très, très, très différent. Ça paraissait qu'elle avait genre une carte blanche. C'était vraiment incroyable. Il y a de la poésie, de la prose. Il va y avoir des nouvelles. Puis je trouve... j'ai toujours aimé, moi, les rassemblements d'auteuristes dans un petit format. Puis je trouve qu'on était dû pour en avoir justement de versions queer au Québec. On était vachement dû. Donc voilà pour mes 3 petits coups de cœur. Ben moi, je vais vous parler des miens, parce que moi aussi, je m'en donne aussi des petits coups de cœur. Et le mien, on va commencer par Corps fantôme au Théâtre du CEP. Un événement théâtral colossal, nécessaire. J'ai vu la pièce 3 fois. Toi, tu l'as vu, Luc, aussi? Oui, une fois. Et chaque fois, j'ai été traversé par l'émotion. On retourne à une époque pas si lointaine où être gay ou lesbienne était une maladie mentale. Parce qu'on se rappelle, l'OMS a retiré ça de ses livres, de ses guides, en 1990. Ça veut dire que avant 90, j'étais malade mental. Là, maintenant, je pense qu'on ne rentre pas là. Une époque où nos vies ne comptaient pas non plus. Nous étions des citoyens de 2e classe. Les meurtres, les violences et la répression policière, là, on parle des années 90, là, étaient de mise. Une époque où le VIH est devenu une pandémie parce que les élus de l'époque n'ont rien fait. Parce que cette maladie affectait surtout des hommes gays, encore une fois, des citoyens de seconde classe, des personnes mal aimées. Moi, j'ai vécu cette période-là du temps que j'étais basé, non pas à Montréal, mais en Alberta, l'avant-dernière province à interdire la discrimination sur la base d'orientation sexuelle, juste avant l'île du Prince-Édouard. C'était un beau classement. Les derniers, c'est l'île du Prince-Édouard? Oui, l'île du Prince-Édouard. Puis c'est la même Alberta qui invoque maintenant la clause dérogatoire de la Constitution canadienne pour réduire les droits des personnes trans et non-binaires, créant à nouveau une catégorie inférieure de citoyens. Cette pièce nous fait revivre, dans le cas de nous, les plus vieux, on peut se le dire, toi puis moi, Luc, on revit des choses qu'on a vécues. Puis je pense que ça fait vivre aux jeunes des choses qui... J'allais le dire, ma génération à moi, qui se trouve être entre milléniaux et Gen Z, on va dire, nous, c'est l'inverse. Un peu, on apprend à... Parce que je trouve ça un peu comme N'essuie pas de larmes sangales l'était. C'est tellement une fenêtre sur une partie de l'histoire qu'on connaît pas assez. Fait que oui, j'ai pas vu la pièce, mais avec tous les gens autour de moi qui m'en ont parlé, c'est unanime. Les gens sont contents d'avoir cette bribe d'histoire-là. Moi, je dis que c'est un chef-d'œuvre, Luc. J'acquiesce, j'approuve. Ben, c'est un chef-d'œuvre, c'était nécessaire. Ouais. Je pense que de voir ce moment de notre histoire sur scène, ça m'a beaucoup touché, moi aussi, oui. Alors, on va espérer que peut-être que ça va reprendre. C'est assez compliqué parce qu'ils sont comme 19 sur scène. Oui, c'est un gros show et ça dure 3h30. Moi, j'espère. J'envoie toutes les énergies qu'il faut là, pour... je manifeste le fait que je veux revoir Corps fantôme.
Donc, Puis, il ben, va de toute falloir qu'il façon, revienne. Mais est-ce Danny- qu'il part en tournée? On ne sait pas. On sait pas, c'est un mystère. Là, Danny Boudreau est un auditeur assez régulier de l'émission et Max Carbonneau aussi. Ça fait qu'on va espérer qu'il nous écoute. Oui, il faut qu'il entende mon manifeste. Là. Alors, moi, je vais rapidement vous dire aussi que j'ai vu l'excellent long-métrage de Léa Paul sur un scénario de Michel-Marc Bouchard. On sera heureux. En tout cas, c'est assez touchant, assez révélateur de ce qu'on vit présentement. Mais c'est pas drôle d'être immigrant, surtout quand on est queer. C'est ça. L'intersectionnalité aussi, là, des C'est défis. pas facile. Il nous reste 1 minute et demie. Je pense que je vais... Il t'arrive quoi après ça, Luc? Il m'arrive quoi? Ben là, on part en tournée au mois de janvier avec la pièce. Ah ouais? Oui, on fait une dizaine de villes au Québec. Fait que checkez ça dans vos horaires de journaux puis sur Internet. Puis après ça, ben, c'est des surprises, je sais pas. Moi, est-ce qu'il y a une autre saison d'un gars, une fille, ou t'as quand même été... J'ai déjà fait, c'est fait. C'est fait, ils en font pas d'autres, là? Ben, je veux dire, en fait, j'ai fait un épisode, ils vont peut-être en faire d'autres, mais je suis pas un abonné d'un gars, une fille. On va peut-être me voir dans un stat ou... Ouais, Voilà. on sait jamais. Rapidement, merci beaucoup, Brian. On va suivre d'autres romans dans les prochains... On va parler de Gabrielle Bouliane-Tremblay éventuellement. Oui, il y a beaucoup de choses en livre cette saison quand même, donc attendez pas que je vous en parle. Là, au Salon du Livre, il y en avait plein. Oh oui! Ouais. On est au théâtre, mais on est dans les livres. Exactement. Moi, je dois immédiatement, il me reste pas beaucoup de temps, je vais remercier l'équipe, Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis le réalisateur et l'animateur de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Plaisir. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot.